aujourd'hui sur le métier d'ingénieur. Je commence par Madame Malika Ahmiddouche, qui est chargée de mission auprès de la direction générale chez Wana Inouï. Elle va nous parler tout à l'heure sur son parcours dans le métier, dans la formation dans le métier d'ingénieur. À côté, c'est Monsieur Abnbi Manar, directeur de l'aviation civile au ministère de l'équipement et des transports. Ensuite, il y a Monsieur Mamoun Marakchi, président fondateur de l'entreprise Offset Polyplast à Casablanca. Et en dernier, c'est Monsieur Abdelhak Kababi, ingénieur chercheur directeur adjoint de l'environnement à l'Office chérifien des phosphates. Alors, le thème qu'on va aborder aujourd'hui, elle se décline en plusieurs axes. On a voulu quand même parler dans un premier temps du passage entre la recherche scientifique et l'ingénierie. Bien sûr, c'est un axe qu'on va essayer de développer avec nos invités pour vous montrer quand même qu'on peut passer du concept du savoir au concept de l'élaboration des projets qui sont pratiques et qui constituent l'essentiel, bien sûr, de la formation et du métier d'ingénieur. Ensuite, le deuxième axe, on va parler de la diversité des métiers d'ingénieur. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ne connaissent pas et ne saisissent pas exactement le métier d'ingénieur. Il y a des métiers, il n'y a pas un seul métier, et c'est des métiers qui évoluent dans le temps et dans l'espace. C'est des métiers qui se métamorphosent, et on va essayer bien sûr de vous expliquer le comment et le pourquoi. Dans un troisième axe, on va parler de la formation de l'ingénieur. Bien sûr, il y a plusieurs chemins pour avoir le titre de diplôme d'ingénieur, et on verra bien sûr essentiellement le cas de formation dans des écoles d'ingénieurs. Et en dernier, on va parler bien sûr des profils de formation. Il y a des exigences qui sont parfois des exigences fortes pour à la fois suivre la formation en école d'ingénieur, mais également pour s'exercer dans le métier d'ingénieur. Il faut faire la différence entre les deux. Et en dernier point, on va essayer bien sûr de vous donner l'occasion de poser des questions et bien sûr des questions qui vont vous éclairer davantage sur votre choix et sur votre projet d'avenir. Alors je vais dans un premier temps demander à chacun des intervenants de se présenter, de nous expliquer brièvement le parcours. Et je commence par... Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Je pense que c'est bon. Alors, bonjour à tous. Je pense que je suis la plus jeune. Vous pouvez le remarquer. J'ai à peu près quelques années de plus que vous. Donc, j'aime bien. On me confond avec une étudiante ici. Ça me fait très plaisir. Donc, ça fait à peu près 1 an que je travaille. Mon parcours, alors j'ai eu mon bac. Je suis allée faire une prépa en France. Et ensuite, j'ai intégré l'école polytechnique. Voilà. Donc, j'ai fait 3 ans. Donc, je suis ingénieure polytechnicienne. J'ai fait 3 ans là-bas. J'ai complété ça par une formation à l'école des mines de Paris. Des études. Voilà. Donc, j'ai fait 1 an à New York. Donc, j'ai travaillé là-bas. Et ensuite, j'ai décidé de venir m'installer ici. Donc, je finis toujours par revenir à la case départ. Et je travaille, comme on vous l'a expliqué, chez Wana. Donc, la marque commerciale que vous connaissez, c'est Inouï. Donc, c'est là où je travaille. Voilà. Merci. Oui, monsieur Abnbi Manar. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. منار عبد النبي، مدير الملاحه الجويه، ديريكتور دو لانترك سيفيل في وزاره التجهيز والنقل، مينستير دو ليكيبمون اي ترونسبور. S'il vous plaît. C'est bon? Voilà. Manar Abd النبي, directeur de l'aéronautique civile au ministère de l'équipement et des transports. Je suis lauréat du lycée Moulay Youssef à Rabat. J'ai eu mon bac en 78.
Je suis allé en France pour faire mes classes préparatoires à Rouen. Et ensuite, j'ai passé les concours des grandes écoles, il y en a tellement. Et finalement, j'ai opté pour l'École nationale de l'aviation civile qui est à Toulouse. Et depuis 1985, je suis fonctionnaire au ministère de l'Équipement Transport. J'ai fait une petite sortie de 10 ans, entre 2000 et 2009, à l'Office national des aéroports, où j'ai occupé des fonctions de directeur de navigation aérienne, donc tout ce qui concerne l'évolution des avions dans l'espace aérien, aux aéroports, directeur de la qualité, de la sûreté et de la sécurité aux aéroports, et directeur de l'Académie Mohamed VI de l'aviation civile. Donc pour le parcours d'ingénieur et les conditions de sélection et de formation, j'ai une petite expérience, et même au niveau du jury de concours commun, on aura le temps d'en parler lors des interventions. Merci. Merci. Monsieur Mamoun. Bonjour, Mamoun Brakchi. Alors, moi, je suis entrepreneur. J'ai créé une entreprise en 1990 dans le domaine industriel et que je gère toujours. Je suis président de la Fédération marocaine de plasturgie aussi. Avant cela, j'ai été dans un MBA. Avant cela, j'ai travaillé. Et juste avant, je vous rejoins, j'étais ingénieur. J'ai fait une formation en Suisse d'ingénieur polytechnique à Lausanne. Et avant, j'étais comme vous, étudiant. Merci. Monsieur Abdelhak Kababi. Salam alaikum, bonjour à tous. Il est certain que je ne suis pas le plus jeune du panel. Abdelhak Babi, je suis chercheur de formation dans le sens où j'ai commencé par faire un doctorat en électrochimie appliquée à l'environnement. Et puis j'ai rejoint le domaine industriel en tant que chercheur, on va en parler tout à l'heure. Et c'était mon entrée dans le monde de l'ingénierie, parce que qu'on soit ingénieur de formation, on peut être aussi converti à l'ingénierie, comme je l'ai été, à travers la recherche et développement. Et quand on travaille dans le domaine industriel, on est amené à faire le travail que l'ingénieur est amené aussi à faire dans un autre niveau, sur d'autres challenges, mais ça tourne autour des 5 principales fonctions de l'ingénierie, on va le voir tout à l'heure. Ça fait 14 ans que je travaille, dont 13 ans passés dans la R&D, et je témoignerai tout à l'heure avec vous et partager avec vous ce parcours qui permet de faire un cursus que pourraient peut-être faire certains parmi vous, que se poseraient encore les questions certains parmi vous. Le but, c'est qu'on est là pour partager avec vous nos expériences, nos parcours, et vous aider à vous projeter par rapport à cet instant-là, où vous vous posez des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux faire ça? Je ne peux pas faire ça? D'où la diversité et la richesse de ce panel. Merci. Merci, monsieur Kababi. Je me dois aussi de me présenter aussi. Je suis actuellement professeur de physique au collège lycée Léon Africa, qui assure l'enseignement type mission, mais auparavant j'étais professeur de l'enseignement supérieur. Je suis fier d'être un pur produit de l'enseignement public marocain. J'ai fait ma thèse de 3e cycle en sciences physiques et j'ai fait ma thèse d'État à l'université Mohamed V de Rabat, bien sûr avec des passages très fréquents à l'université de Bordeaux. Et bien sûr, je suis là, je suis très fier bien sûr de participer avec vous à cette rencontre. Ça me permet bien sûr, ça permet à certains de mes élèves qui sont ici présents je dirais de partager une expérience qui est la nôtre, mais essentiellement pour vous éclairer la voie qui va vous permettre, et j'en suis sûr, de mieux réussir votre parcours également pour plus tard. Voilà, donc je crois qu'on va commencer bien sûr ce débat avec le premier axe. Et ce premier axe, bien sûr, nous permet de clarifier un petit peu les choses entre le choix de l'enseignement
dans une université et le choix de l'enseignement ou de formation dans une école, directement sur la diversité entre la recherche et l'ingénierie. Et je vais demander à M. Kababi s'il peut parce qu'il est déjà un ingénieur-chercheur, il travaille à la fois dans le domaine de la recherche, mais il a le titre d'ingénieur qui nous permet de clarifier un petit peu les deux domaines entre la recherche et l'ingénierie, si on peut faire ça. Oui, bien sûr. Merci. Donc, je félicite d'abord Elbilia pour l'initiative qui est de créer cet espace d'échange. C'est très important, de partage d'expériences et de rencontrer des professionnels que vous avez en face de vous. Je crois comprendra une grosse demi-heure pour nous, mais la majorité du temps, ça va être vous. C'est-à-dire qu'il va y avoir, on va être à votre disposition pour répondre à des questions précises qu'on n'aura peut-être pas abordées dans nos interventions respectives. Par rapport à mon parcours, par rapport à ma profession, et pour faire le lien avec les choix et les orientations, j'ai envie de parler, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, d'une chose essentielle à mon sens, qui est une question que vous vous êtes posée, c'est la notion d'ambition. Avant que de rentrer dans des choix de filière, etc., à ce moment-là précis de votre parcours, il faut être porteur d'une ambition. Je veux devenir ou être quoi? Quelqu'un, quelque chose, un métier, etc. Donc cette notion d'ambition, elle est importante à mon sens pour essayer d'être en même temps ambitieux, mais en même temps réaliste par rapport à vos aptitudes et par rapport à ce que vous pouvez faire. Donc ça fait appel à ce que vous avez d'intrinsèque, des choses qu'il n'y a que vous qui vous connaissez, la capacité de travailler, là où vous excellez, là où vous excellez pas, et bien sûr ce à quoi vous pouvez prétendre dans votre ambition. Donc ça me fait la transition sur le choix de la recherche. Personnellement, ça a été une de mes ambitions. J'en ai eu à 2 étages, mais ça a été une ambition qui est que j'ai été un éternel insatisfait au quotidien. Donc mon ambition a été d'aller vers le domaine de la recherche parce que ça me permettait de me retrouver en tant que personne et puis par la suite de porter un métier dans le monde professionnel. Donc ce métier-là, cette formation-là, j'y suis arrivé à travers un cursus universitaire, donc qui a commencé par un DUT, et puis par la suite, je suis rentré à l'école d'électrochimie et électrométallurgie à Grenoble pour y préparer une thèse sur un sujet appliqué. À partir de là, s'est opéré le choix de rejoindre, on le verra tout à l'heure, quand vous faites un doctorat, vous avez la possibilité soit d'aller dans le public, soit d'aller dans le privé, dans la recherche ou par recherche. Et les 3 années que j'ai passées dans la préparation de ce doctorat ont été déterminantes parce que j'ai choisi un sujet à vocation appliquée. Donc ça m'a fait une passerelle sur le domaine industriel. Et c'est là que j'ai rejoint, je suis rentré au Maroc, comme l'ont fait mes confrères, pour contribuer aussi à notre tour dans le développement de notre cher pays, qui est dans une dynamique que vous connaissez aujourd'hui. Donc faire un doctorat puis rejoindre le domaine de l'industriel, ça paraissait pendant de longues années quelque chose c'était pas une mixture très acceptée, mais arrivant dans le domaine de la recherche industrielle, on oublie tout de suite sa formation doctorale et on plonge dans la réalité de l'industrie et on plonge dans la résolution des problèmes, on plonge dans l'innovation, dans la gestion des projets, chose que mes collègues aborderont tout à l'heure en tant qu'ingénieurs de formation. Donc, de la recherche à l'ingénierie, je dirais, la recherche peut nous amener, dans notre cursus, à faire de l'ingénierie par la pratique. Si on arrive, comme c'est mon cas, dans un domaine industriel.
Les passerelles entre les deux, elles sont possibles, mais pas à tous les coups. Je m'explique. En tant que cursus et de formation, je pense et j'espère qu'il y a eu un atelier là-dessus sur le choix des formations, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, est-ce qu'on peut faire des classes prépa et intégrer une école puis faire un doctorat, est-ce qu'on peut faire un DUG, faire une LMD puis passer par la suite à un doctorat, est-ce qu'on peut s'arrêter à un niveau ou à un autre. Donc dans la formation, il y a des passerelles possibles, des passerelles pas possibles. Mais une fois qu'on est dans le domaine, dans le monde du travail, il y a les possibilités donc de s'investir dans son métier, de s'investir dans son travail et de pouvoir exercer à ce moment-là le métier de l'ingénierie tel qu'on peut y aspirer. Je ne vais pas être lent sur ce thème puisqu'il y a d'autres collègues qui peuvent aussi intervenir. De la recherche à l'ingénierie, de la recherche au monde de l'ingénierie, oui, c'est possible. À travers une formation universitaire, si on arrive à travailler dans l'industrie, c'est aussi possible parce que la majorité des formations ingénieurs permettent d'arriver aux formations doctorales par la suite. Merci, Monsieur Kababi. Monsieur Banal, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Alors, disons, c'est une interaction entre la recherche et l'ingénierie, mais sous une autre forme. Je voulais commencer par dire que je viens d'une génération qui était née juste après l'indépendance et qui a vécu, à un certain moment, la marocanisation de l'administration marocaine et des structures de production marocaines. Et bien sûr, ma génération, elle a pris la relève. Aujourd'hui, nous vivons la période de la mondialisation. C'est une menace pour vous, je vous le dis tout de suite. Pensez aux Chinois. Mais c'est aussi une opportunité de s'ouvrir sur le monde dans le secteur où j'exerce, l'aviation civile. Ce que vous voyez dans un aéroport ou dans un avion, c'est le fruit de beaucoup de travaux de recherche faits au niveau international. Ce sont des normes. Tout ce que vous voyez, c'est le résultat de normes et de standards produits par des chercheurs de tous les horizons, de tous les métiers. Vous connaissez le GPS ? Très bien. C'est le système américain de navigation par satellite. Eh bien, comme j'ai dit, nous vivons la mondialisation, nous vivons également l'évolution vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'introduction du satellite. Et dans l'aviation, disons, ça s'est avéré comme moyen qui a de meilleures performances en termes de couverture par rapport au système classique que nous utilisons jusqu'à maintenant. Nous sommes en phase de transition. Alors, les Européens, bien sûr, ils ont réagi. C'est un système qui est militaire. Donc, il y a eu des réactions et les Européens étaient les premiers à réagir. Au niveau international, il y a l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui est une institution des Nations Unies spécialisée dans l'aviation civile et qui a créé un groupe d'experts sur le développement de la navigation par satellite. Ce groupe d'experts, il réunissait bien sûr les Américains, messieurs du GPS, et les autres experts des autres pays qui travaillaient sur le déploiement de ces GPS, mais également qui ont réfléchi sur un système similaire qui pourrait éventuellement le compléter ou tout simplement le remplacer. Et là, on voyait s'installer les grandes puissances mondiales. Les États-Unis, donc l'Europe, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, le Japon, les Chinois, les Australiens. Tout le monde veut sa part de marché. Parle franchement. Et bien sûr, quand on travaillait, on mettait le GPS, donc système. On dit le GPS nous l'avons, mais l'avenir, c'est un système qui est à long terme. Il va falloir penser à une relève. Il va falloir peut-être un système GPS 2. Et les Européens, ils ont dit oui, nous on va avoir notre système. Ils ont évolué, ils ont mis GNSS 1, c'est le GPS pour l'état actuel, pour le moment. Et le GNSS 2, le futur système, ce sera un système européen. Ils ont oublié de remettre le GPS. Les Américains, ils ont dit, est-ce que vous pensez que le GPS va disparaître? C'était pour plaisanter vis-à-vis des Européens. Mais les Européens ont tenu. Ils ont tenu, ils sont en train de déployer leur système. Certainement, vous n'avez pas entendu parler de Galileo, qui est le concurrent. En réalité, il y a des accords de coopération entre Galileo, entre GPS. Ils sont en train de faire du développement maintenant. Ce sont des programmes financés par l'Union européenne
Il y a des universités marocaines qui travaillent, qui participent à ces programmes de recherche, ils sont financés, comme l'université Al-Akhawaïn, mais il y a également d'autres institutions, d'autres écoles, d'autres organismes au Maroc qui participent à ce programme de vulgarisation du Galileo. Pour le moment, c'est un système transitoire qui s'appelle Service EGNOS, c'est un service de navigation par satellite qui permet de renforcer le signal du GPS. Le GPS à lui seul ne suffit pas. Et donc, il y a cette fonction supplémentaire de renforcement en termes de précision parce que les exigences de sécurité dans le domaine de l'aviation font que les performances de ces systèmes sont nettement plus exigeantes, plus importantes que les performances requises pour les autres modes de transport, les bateaux, les véhicules terrestres et autres. Et donc je disais qu'il y a des programmes de recherche et de développement qui sont en cours. Il y a un travail de recherche qui se fait au niveau international sur la standardisation. Il y a un travail de recherche qui se fait sur le développement et la mise en œuvre, la planification au niveau des services qui sont déjà fournis par les systèmes classiques et d'introduire progressivement ces systèmes de navigation par satellite. Et là, on revient de la recherche à l'ingénierie, à la mise en place d'équipements, de moyens qui permettent, disons, de tirer bénéfice de ce système-là. Et là, encore l'occasion, c'était de dire, c'est une ouverture sur le Maroc, qui est un pays qui a des relations privilégiées avec l'Europe, qui travaille sur ce projet, sur le développement de ces fonctions, et ça donne l'opportunité pour les ingénieurs marocains. Quand j'ai parlé de mondialisation, l'idée, elle est là. Vous n'allez pas avoir des centres de recherche. On n'a pas encore atteint ce stade de centres de recherche et développement qui existent dans les pays industrialisés comme l'Europe ou l'Amérique du Nord. Mais cette coopération qui se fait, cette ouverture qui se fait, nous donne la possibilité également de nous ouvrir sur le reste du monde, notamment ces pays, et se faire une place. Ce n'est pas des paroles en l'air. Il y a des Marocains qui travaillent dans ces structures, en Europe, aux États-Unis, au niveau international. Et donc, ça s'implique, disons, ça impacte également, on va y arriver, c'est dans la formation de nos ingénieurs. Attention, attention, attention. C'est très bien d'utiliser tous les moyens pour être ingénieur, avoir son diplôme, disons, en fournissant le minimum d'efforts, ou alors, je l'ai vécu en tant que directeur de l'académie, je voyais qu'il y a des gens qui profitaient de la situation et qui faisaient le minimum d'efforts. Et ils arrivaient à avoir leur diplôme. Mais attention, la mondialisation, ça veut dire qu'il y aura de la compétition, et la compétition, ce sont les meilleurs et les plus forts qui gagnent, qui trouvent leur place et qui survivent. Voilà. Merci, M. Manar. En fait, sur un exemple de GPS comme sur d'autres exemples, l'ingénieur et les métiers d'ingénieur sont diversifiés. C'est un métier qui évolue. C'est un métier qui se métamorphose. Il change de façon très très rapide, un changement accéléré même. Je vais demander à M. Mamoun Mrakchi de nous parler un petit peu de ce métier qui évolue dans le temps, le métier d'ingénieur. Je ne sais pas si c'est le métier d'ingénieur qui évolue ou l'environnement extérieur qui évolue tellement vite que l'ingénieur ou tout autre métier doit évoluer avec lui. Ça veut dire que quand il parle de la mondialisation, ça parle de tous les téléphones portables que vous avez. L'information circule très vite. Donc ce qui avant se faisait en 15 ans, maintenant se fait en quelques mois. Et donc, il faut s'adapter très vite au changement. Et en fait, ce qui va se passer à l'avenir, c'est juste qu'il faut s'adapter très vite au changement. Alors, pendant que tout le monde parlait, moi je me rappelle, j'étais à votre place. Et je sais ce que vous ressentez. Enfin, il me semble. Moi, à ma place, en tous les cas, je ressentais ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous parle? Et lui, il a fait ça, mais moi, j'y arriverai jamais. Franchement, vous vous inquiétez pour rien. Vous vous inquiétez pour rien parce que vous avez la capacité de vous adapter si vous êtes ouvert au changement. Et le changement est et sera permanent et ouvre des opportunités. Qui dit danger, dit opportunité. Ils vont ensemble. Un danger est une crise ouvre des portes. Et donc à l'avenir, en fait, vous allez commencer ce que vous allez commencer, et à un moment donné, il va falloir s'adapter, 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 changer. Et alors le métier d'ingénieur, il rentre dans ce cadre-là. Pour moi, c'est quoi un ingénieur? Moi, dans ma formation d'ingénieur, j'ai appris dans le monde scientifique, parce que c'était là où j'étais le plus à l'aise.
Si j'ai un conseil aujourd'hui à donner à mes enfants, c'est faites ce que vous aimez. Mais je ne leur ai pas appris à savoir ce qu'ils aiment. La vérité, je ne l'ai jamais fait. Alors, qu'est-ce que tu as le plus facile pour toi? Qu'est-ce que tu fais facilement? Alors dans ce cas, moi je suis plus facile en mathématiques et en physique. Mon garçon fait des études d'ingénieur, ça, si tu peux. Parce qu'après, il y a différents niveaux. Il y a le technicien, il y a l'ingénieur. Pour moi, je le structure en tant qu'il y a deux. Mais aujourd'hui, les techniciens peuvent devenir ingénieurs. Comme il a dit, quand on travaille, il y a des passerelles. Il n'y a pas forcément nécessaire de démarrer par ingénieur. Alors un ingénieur, c'est quoi? Alors un ingénieur, c'est quelqu'un, quand moi j'emploie des gens qui sont des ingénieurs, et si j'avais su, j'aurais appelé des gens très compétents qui sortent des écoles marocaines, qui sont éminemment puissants. Donc ce n'est pas parce qu'on vient des écoles étrangères, c'est pas ça, parce que ce n'est pas des études qui font l'homme. L'homme, il est d'abord, et la femme aussi, et surtout la femme, parce que là je pense surtout la femme, je confirme. Okay. On est, et les études nous permettent de nous ouvrir des portes, et après on oublie ce qu'on a étudié. Après, dans le monde du travail, si tu n'es pas bon, tu sais, j'ai fait l'école polytechnique de Lausanne ou de Paris, on n'en a rien à foutre, c'est le résultat qui compte. On n'en a rien à foutre, à un moment, il faut être bon, et être bon, si tu aimes, c'est beaucoup plus facile, parce que là, le travail, on ne le compte pas. Quand tu aimes quelque chose, tu ne comptes pas le nombre d'heures, tu le fais. On ne nous a pas appris à aimer, apprenons là où on est plus facile. Et c'est en fonction de ça que je choisirai mes études. Ce qui est facile pour moi, je le fais plus facilement. Alors il y a des choses que j'aime mais j'arrive pas à faire. Ok, regarde, il y a des choses que tu fais plus facilement et tu verras que tu aimeras plus. Et tu verras que ça t'ouvrira beaucoup de portes, parce que dans la vie, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes si les yeux sont ouverts. Alors en quoi un ingénieur, qu'est-ce qu'il fait? Un ingénieur est d'abord un très bon technicien, il doit l'être. Et un ingénieur, quand il rentre en entreprise, on le met d'abord en position de technicien. Parce que c'est là où il va voir les choses fonctionner, parce qu'on va lui demander de faire évoluer, de améliorer, de penser qu'est-ce que je peux faire pour améliorer un résultat. On a, par exemple, une machine qui tourne à 400 kg à l'heure, est-ce qu'on peut la monter à 410 kg à l'heure? Ou bien, comment on peut faire pour diminuer les déchets? Et alors très souvent, lui-même ne sait pas, il va parler avec le technicien, celui qui a encore plus la main dedans. Et ça va être l'échange, la communication qui va permettre d'ouvrir les horizons. Et un ingénieur, on va lui demander de faire évoluer un système. On va lui demander de penser à des solutions nouvelles. On va lui demander très souvent d'essayer de rentabiliser un peu plus une problématique. Et pour moi, en quoi le fait que j'ai fait d'ingénieur, que j'ai fait une formation d'ingénieur a été importante? Parce que j'ai appris à apprendre. Je ne pense pas que seul l'ingénieur peut faire ça, mais en tous les cas, moi, ce que j'ai appris dans mes études, c'est rien à voir avec ce que je fais dans ma vie. Par contre, il y a une chose importante, c'est que ça fait maintenant 20 ans que je travaille, et j'ai à chaque fois des choses nouvelles qui arrivent, et à chaque fois, il faut apprendre quelque chose de nouveau. Et à chaque fois, quand j'étais étudiant, j'ai appris à apprendre. Et c'est appris à apprendre qui est important. Merci, M. Morakchi. En fait, en résumé, c'est comme ça a été dit hier déjà, le diplôme d'ingénieur vous ouvre les portes, mais après, c'est à vous de voir qu'est-ce qu'il faut faire avec le diplôme. C'est en fonction de votre engouement, de votre personnalité, de votre intelligence aussi, vous pouvez réussir plus ou moins votre parcours professionnel. Je ne sais pas si... Oui. Oui, un petit mot. Monsieur Manal. La diversité des métiers de l'ingénieur, en réalité, oui. ça revient à la formation de base que vous avez suivie jusqu'à l'obtention du diplôme d'ingénieur. Vous faites beaucoup de matières scientifiques, un peu de matière de management, un peu de communication. On parlera de la formation après. Non, c'est juste pour dire, d'accord, c'est pour dire que ce sont des notions qui vous sont inculquées, mais par la suite, une fois que vous êtes sur le marché, eh bien, ça vous donne la capacité de vous adapter à divers environnements d'activité. C'est tout.
J'ai peut-être une petite remarque aussi. Je pense que la plupart d'entre vous, et j'ai à peu près votre âge donc je connais, vous avez en général, oui à peu près, vous avez en général tendance à vous dire que avoir une bonne école avec un nom qui claque, parce que Polytechnique ça claque. Je dis Polytechnique, vous êtes là, c'est bien, hein. Ouais, mais c'est malheureusement pas ça qui va faire que vous réussissez. Dans les promotions des grandes écoles, il y a 70% des gens qui vont faire des carrières bien, moyennes, voire qui vont rester dans un petit bureau au fond d'une administration toute leur vie. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui sont très bons dans les études, donc ils vont faire des maths, qui sauront rendre de superbes copies hyper longues où tout sera bien juste, mais après quand il faudra aller sur le terrain, aller parler aux gens, planifier des choses, faire en sorte que un projet avance, que ça se passe bien, etc., ils ont un peu plus de mal. Je vois les visages, je pense que la plupart d'entre vous, vous n'aurez pas ce genre de soucis. Vous avez tous l'air bien vivants, vous avez l'air motivés, vous êtes là, c'est déjà une bonne étape. Après, évidemment, il va falloir que vous ayez un diplôme pour une raison très simple. C'est que des gens souriants, motivés comme vous, il y en a des milliers. Des bons jobs, intéressants, où vous allez pouvoir faire de jolies carrières, il y en a des centaines. Donc bon, on en prend un sur 10. Pourquoi est-ce qu'on va vous donner votre chance à vous et pas à l'autre? Parce qu'on se dit que l'autre, s'il a fait cette belle école qui a un beau nom, qui claque, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que il a travaillé, il est travailleur, il est motivé, il est sérieux, il va arriver à l'heure, tous les matins, il va arriver à l'heure. Vous seriez surpris de savoir le nombre de gens qui font des études ensuite, qui vont aller travailler donc les premiers mois et qui ne comprennent pas que tous les matins, il faut arriver à 9h. Parce que sinon, si tu arrives à 11h parce que tu as trop fait la fête la veille, c'est pas très apprécié. Donc ce genre de choses toutes bêtes qui vont faire que quelqu'un qui est sérieux, qui a fait une bonne école, va mieux faire ses preuves. Voilà. Alors, oui, monsieur Kababi. Je voudrais juste insister sur une distinction en fait. Aujourd'hui, si on est en train de vous parler de ce qu'on vit, je ne veux pas que ça vous paraisse loin et sans intérêt par rapport à votre préoccupation aujourd'hui. On vous en parle pour vous dire que votre cursus et votre formation, ça va être une chose, et votre entrée dans le monde du travail, ça va être une autre chose. Donc aujourd'hui, c'est clair, vous devez choisir. Soyez conscient de vos aptitudes, des choses qui vous donnent le plus de chances d'avancer, et pas l'inverse. Je voudrais juste attirer votre attention sur ça. C'est pas parce que j'aspire à une formation pour entrer dans une grande école que je dois absolument tout faire pour y aller. Si je ne peux pas faire de classe prépa, on a parlé hier de l'endurance, on a parlé de la capacité de travailler en permanence, etc. Ce sont ces choses-là qui vous permettent de creuser votre chemin, mais un chemin qui fonctionne, c'est comme l'eau. Et c'est à ça qu'il faut être attentif au début. C'est qu'est-ce que je suis en mesure de faire et d'allier ça par rapport à ce que je voudrais faire et devenir pour décider aujourd'hui. Mais sachez qu'une fois que vous êtes dans le monde du travail, moi, il y a quelqu'un qui me l'a dit, il faut savoir oublier dans le monde du travail sa formation d'origine pour faire ce que l'entreprise demande. Parce que le monde de l'entreprise d'aujourd'hui, de 5 ans, de 15 ans, de 20 ans, personne ne sait qu'est-ce que ça va être. Mais par contre, c'est cette intelligence d'adaptation que vous devez développer pendant votre formation qui vous servira dans l'entreprise. Donc faisons l'équilibre entre vous éclairer sur ce qui vous attend dans le monde de l'entreprise et de mon côté, je dirais, c'est tout bénéf. C'est dans le sens où tout est possible. Si vous êtes quelqu'un de travailleur, qui a des valeurs, qui a des capacités, n'ayez aucun souci là-dessus. Pour refocaliser sur le choix avec lequel et pour lequel j'ai le plus de capacités et le plus de possibilités aujourd'hui. Et surtout la capacité. Je vous parle, je suis parent d'élève, il est parmi vous peut-être aujourd'hui, même sûrement. C'est comme si je lui parlais aujourd'hui. Il y a peut-être dans ma tête une ambition que je porte pour lui, mais ça je laisse de côté. C'est son ambition qui compte. C'est qui il est, qu'est-ce qu'il est en mesure de faire
et qu'est-ce qu'il voudrait faire. Et c'est ça qui se décide. Nous, on ne peut que accompagner en tant qu'aujourd'hui professionnel de métier, ou en tant que parent, ou en tant que formateur, pour que aujourd'hui vous décidez, voilà ce qui vous attend plus tard, mais aujourd'hui, choisissez ce qui peut vous faire faire des pas de plus en plus, des pas progressifs immédiatement. Merci. Il est clair que le métier d'ingénieur, c'est un métier qui est très diversifié. D'après ce qu'on vient d'entendre, bien sûr, il y a un certain nombre de compétences et un certain nombre de connaissances aussi, un certain nombre d'aptitudes que le futur élève ingénieur doit acquérir pour mieux réussir, bien sûr, sa mission future dans un monde qui évolue de façon très très rapide. On va parler de la formation des ingénieurs. La formation des ingénieurs, de façon classique, elle se fait dans des écoles d'ingénieurs. Il y a, en général, nos invités ils vont vous préciser en détail, il y a des écoles d'ingénieurs que l'on peut intégrer à partir du bac. Il y en a d'autres que l'on peut intégrer à partir des classes préparatoires. Mais il y a également des formations d'ingénieurs qui sont assurées à l'université. Je voudrais que nos invités nous éclairent un petit peu sur la formation d'ingénieurs à partir d'une école d'ingénieurs. Et je commence par Madame Hamdouchi, si elle peut nous éclairer un petit peu sur la formation qu'il a eue à l'école polytechnique d'ingénieurs. Alors, en gros, j'imagine qu'on a dû vous présenter les prépas, vu que vous êtes en terminale. Oui? Oui, vous connaissez les prépas. Alors, donc, une fois qu'on a fait une prépa, donc, en général, donc, école d'ingénieurs, ça s'intègre par prépa. Évidemment, il y a des écoles qu'on appelle avec prépa intégrée, donc vous avez la prépa dedans. Donc c'est assez pratique. On a tendance à penser que ces écoles sont moins bien que les écoles qu'on intègre par classe prépa. Vous verrez, vous vous renseignerez, j'ai pas à donner de nom, mais il y a des écoles qui sont très très bien, qu'on peut intégrer juste après le bac. J'ai des amis qui les ont intégrées, qui sont ensuite allés faire des carrières, de très belles carrières, dans tous les domaines, que ça soit en industrie. Donc justement, on va revenir à la formation et ce que ça vous permet de faire plus tard. Mais en gros, il y a à mon avis, trois gros piliers. Quand on est en école, on a tous fait prépa, donc on a tous les mêmes études. Et ensuite, on voit des profils qui se dessinent, on se rend compte qu'on ne veut pas tous faire les mêmes choses. Alors, il y a ceux qui veulent faire de la recherche, qui disent, bon, moi, ma passion dans la vie, j'ai envie de découvrir des choses, des théorèmes. J'ai envie d'être dans un bureau, de coder des... Parce que la recherche, maintenant, c'est plus dans un bureau à coder des algorithmes que d'aller prendre des petits... Enfin bon. Mais c'est un très beau métier. Malheureusement, ici au Maroc, bon, je suis pas une experte, mais en général, les Marocains que je connais, donc qui ont fait des prépas en France ou au Maroc, ils vont faire de la recherche à l'étranger. Donc en France, par exemple, bon là en France, ça n'a pas trop le vent en poupe. Hein. En général, on préfère aller en Amérique du Nord pour ça, mais ça existe encore en France. Donc ça, c'est le premier métier, la recherche. Le deuxième métier, l'industrie. Donc l'industrie, qu'est-ce qu'on fait? On va faire de l'énergie. Typiquement, donc en France, on va aller travailler par exemple chez Areva, voilà, assez classique, ou chez Total. Donc Total peut vous envoyer au Nigeria. C'est pas très sexy, mais bon. Et pour aller travailler sur des plateformes pétrolières, ou bien, vous pouvez rentrer au Maroc et travailler sur des projets comme le solaire au Sahara, Desertec. Ça, c'est des projets qui sont magnifiques. Et quand on est marocain, bah, faut foncer sur ce genre de projet, à mon avis. Non, en général, parce que c'est bien rémunéré. Bon, voilà. La finance, il y a beaucoup de Marocains. Énormément. Moi, j'ai travaillé dans le secteur, donc je connais bien. Beaucoup de Marocains qui font des écoles d'ingénieurs en France, surtout les écoles prestigieuses, décident de faire de la finance après. Donc on va travailler à Londres ou à Paris, il y en a quasiment plus, donc les salles de marché ont fermé. Donc, comme vous le savez, il y a eu une crise. Donc au cas où vous ne le sauriez pas, la finance, il y a eu une crise. Le métier ne recrute plus.
ou beaucoup moins qu'avant. Il y a toujours la possibilité de rentrer dedans, mais c'est un secteur qui est un peu en décroissance. Donc bon, quand on dit que l'ingénieur s'adapte, à l'époque où la finance explosait, où c'était très rémunérateur, les ingénieurs allaient foncer dans cette voie-là. Maintenant, ils se rendent compte progressivement que ça ne l'est plus, donc ça se referme, et puis il faut aller faire autre chose. Alors c'est quoi autre chose? Qu'est-ce qui se fait? Surtout dans ces périodes de crise, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors je vous ai dit l'énergie, donc ça continue à exister. L'énergie renouvelable, tout ce qui est environnement, tout ça, ça a le vent en poupe. Les assurances, depuis qu'il y a la crise, les gens se sont dit, ah tiens, peut-être qu'il faut que je m'assure un petit peu. Alors un ingénieur, il fait quoi dans ce genre de métier? Il fait ce qu'on appelle de l'actuariat. Donc c'est des calculs statistiques. Ça n'a pas l'air très marrant comme ça, mais en fait c'est plutôt sympa pour les gens qui aiment les maths. Donc voilà. Donc en gros c'est les trois blocs. Vous n'êtes pas obligé. L'avantage d'être ingénieur, c'est que vous n'êtes pas obligé de décider tout de suite. C'est pas comme les commerciaux où mine de rien ils se ferment quand même des portes quand on va faire des écoles de commerce. Bon, tous les métiers de l'industrie et de la recherche, c'est fini, on ne peut plus les faire. Quand on est ingénieur, on se donne encore les 2-3 ans de prépa qu'on a utilisé. C'est un temps supplémentaire. Et ensuite, quand on arrive en école, on peut prendre le temps. Justement, on travaille moins. On a plus l'opportunité de faire ce genre d'événements, donc d'aller rencontrer des gens, de voir un peu quels sont les métiers, qu'est-ce qu'ils recrutent, où est-ce qu'il y a du business. Et donc de décider. Voilà. Merci. Monsieur Morakchi, qu'est-ce qu'on peut faire dans une école d'ingénieurs? En fait, dans une école d'ingénieurs, on va essentiellement faire des choses qui ressemblent à de la physique, des mathématiques un petit peu appliquées. On vous apprend à réfléchir, on va vous apprendre par exemple les lois de la thermodynamique que vous n'utiliserez jamais certainement dans votre travail, à moins que vous travaillez dans ce domaine. Et puis, en fait, ça vous aide à réfléchir. Parce que dans la vie, c'est la même chose. Il y a des lois. Et à partir de ces lois, qu'est-ce qu'on peut découvrir de nouveau? Par exemple, aujourd'hui, on a une concurrence nouvelle. Elle vient de Chine, mais pas forcément d'Algérie. Il y a des Algériens, ils font fureur. Comme il y a des Marocains qui font fureur. Et je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup. Je peux vous assurer. Et qu'il y en a qui font du recherche et développement, et j'aimerais préciser ça quand même. Et donc, il y a des lois nouvelles sur le marché, il faut s'adapter. Dans la même manière qu'on a réussi à résoudre des problèmes de thermodynamique, on va résoudre des problèmes dans la vie de tous les jours. Et en fait, c'est chaque école, pratiquement, on apprend ça. Qu'elle soit où qu'elle soit, et c'est pas très différent. C'est pas ce qu'on fait à l'école polytechnique n'est pas différent de ce qu'on va faire dans n'importe quelle autre école. C'est simplement, ça donne à celui qui va recruter, dire celui-là, c'est mieux adapté à la concurrence. Okay, il a été plus compétitif, donc ça va lui ouvrir la porte plus facilement. C'est tout. C'est tout. Parce qu'après, dans le monde du travail, on oublie tout. S'il y a de nouveaux problèmes, il faut les résoudre. Des fois, ce n'est pas la concurrence, mais c'est la communication qui aide. Parce que bien communiquer aujourd'hui, c'est ça qui est important. Parce que tout se fait par équipe. Comme une équipe de football qu'on voit merveilleusement bien, c'est les plus collectifs qui gagnent. Ce n'est pas les meilleures individualités. Et donc, en fait, une fois qu'on a fait des écoles, après on rentre dans le monde du travail et tout est différent. Et il y a une différence quand même, comme elle a si bien dit, et là, je penche pour des études d'ingénieur, mais j'ai la facilité en maths et en physique. Et encore, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Mais bon, on peut s'adapter 2 ans, 3 ans après l'école, on peut s'adapter même 10 ans, 15 ans après l'école. On peut à tout moment faire d'autres formations. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on apprend? À utiliser notre bon sens. C'est tout, on ne va pas apprendre quelque chose de miraculeux. J'ai entendu dire beaucoup, oui, la recherche et le développement, ça, il y en a à l'étranger, les pays font ça. Excusez-moi, c'est vrai, mais c'est de la recherche et développement où on invente des choses structurellement nouvelles. Mais vous croyez qu'un jour, quelqu'un a amené une voiture, il a dit, voilà, je l'ai inventée? C'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, il y a quelqu'un qui a inventé une roue, puis après, ils ont inventé l'axe, puis après, quelqu'un a remarqué que la vapeur faisait bouger des pignons, et puis ils ont fait un moteur, puis ils ont connecté le moteur à la roue. Et en fait, la recherche et le développement,
c'est aussi des toutes petites inventions qui sont des extensions de ce qu'on voit. Et en général, on demande ça à l'ingénieur. Voilà ce qui existe. Est-ce que tu peux ajouter quelque chose pour améliorer? Et c'est ces petites améliorations qui font des fois de grandes découvertes. Et je peux vous dire qu'il y a des Marocains qui ont déposé des brevets et certains ont créé des entreprises. Malheureusement, au Maroc, l'entrepreneur a peu de publicité, il en fait peu. On aime bien vivre discret. Mais je peux vous assurer qu'il y a des brevets de Marocains déposés et des exportations qui se font dans le monde de choses découvertes par des Marocains, par des ingénieurs. Alors, dans le monde du service, c'est aussi fait, peut-être, mais dans le cas, moi, je connais le monde des ingénieurs, où ils ont remarqué qu'en modifiant une molécule, ça permettait d'en trouver une autre, et ça lui ouvrait des portes dans des laboratoires pharmaceutiques. Je connais un cas, je connais d'autres cas, certains qui ont fait des découvertes dans le monde du recyclage, etc., etc., etc. Et en fait, c'est ce qu'on demande in fine à l'ingénieur. Alors, ce n'est pas tout le monde qui fait une découverte comme ça, mais en fait, très souvent, c'est juste améliorer un système. Mais pour pouvoir améliorer un système, il faut très bien le connaître. Et c'est pour ça qu'on demandera souvent à un ingénieur d'être d'abord un très bon technicien pour pouvoir être un très bon ingénieur. Ça, c'est dans le monde industriel. Mais même dans le monde du service ou dans le monde commercial, c'est la même chose. Il va d'abord très bien connaître un problème pour pouvoir après le faire évoluer. Et c'est ce qu'on fait à l'école. À l'école, on va nous poser des problèmes de thermodynamique qui vont nous apprendre à réfléchir et qui va permettre par la suite de dire qu'est-ce que je peux faire de différent. Parce que faire quelque chose de différent, c'est comme ça qu'on est remarqué. Très bien, merci monsieur. Monsieur Manal, vous voulez ajouter quelque chose? Si j'ai bien compris, on parle de ce qu'est la formation d'ingénieur. Exactement, oui. Bien. Alors, la finalité, elle est sociale et économique. C'est une contribution de l'ingénieur à l'amélioration de la qualité de la vie de tout un citoyen, tout un chacun. Alors, cette formation et les conditions d'accès, c'est soit classe préparatoire, concours commun, soit peut-être à l'université. Je connais la filière concours commun, donc maths sup, maths p. Vous passez le concours commun des écoles d'ingénieurs et vous faites vos choix selon votre classement. Une fois que vous êtes à l'école, vous faites, comme j'ai dit, 80% de matières scientifiques, entre 60 et 80%, et les 20 à 40% qui restent, c'est entre les matières de gestion, de management, et également de communication. De communication, je voudrais juste dire une petite chose. Il faut bien maîtriser les langues étrangères. Commencez par le français. On a tous cette tendance de parler français, mais je vous assure que c'est catastrophique le niveau où on est arrivé. Ça, je vous le dis, c'est un conseil, et ça sera utile dans votre carrière. Alors, ou l'anglais. L'anglais, c'est le meilleur, c'est à l'avenir. Parce que le monde francophone, excusez-moi, c'est la France et les colonies. Et ce n'est pas le marché, ce n'est pas le grand marché. Le grand marché, c'est l'anglais qui marche. Alors, pour revenir donc au centre système, c'est 450 heures de formation par an sur les 3 années. C'est des matières scientifiques, comme j'ai expliqué, et un projet de fin d'études. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Donc, à l'Académie Mohamed VI de l'aviation civile, jusqu'à maintenant, il y avait des filières, donc des options d'informatique ou d'électronique, bien sûr portées sur l'aviation, certaines spécificités de l'aviation, mais je vous assure, le secteur de l'aviation ne peut pas absorber tous ces candidats qui sont formés à l'Académie. Il y en a beaucoup, beaucoup, surtout les gens qui font l'option informatique, qui se trouvent à Casablanca en train de travailler dans les banques ou dans des sociétés d'informatique ou autres. Maintenant, on s'oriente vers une autre réflexion. Vous avez certainement entendu parler de l'école de Royal Air Maroc de formation de pilote qui va migrer normalement, qui devrait se retrouver à l'Académie Mohamed VI de l'aviation civile. On est en train de repenser ces formations. Avec l'évolution de la technologie, le pilote d'il y a 30 ans, ce n'est pas le pilote d'aujourd'hui. Il fait plus de l'informatique que de tenir un guidon. Et donc, c'est presque des ingénieurs, des informaticiens. Donc, il y a cette tendance à valoriser cette formation de pilote et lui donc, procurer ce caractère d'ingénieur, ce diplôme d'ingénieur qui lui permet d'aller au-delà, de faire ce métier de pilote, également pour les techniciens et les contrôleurs qui travaillent dans le secteur. Merci, monsieur. Monsieur Kababi, vous voulez intervenir? Très bien. Toutes ces formations sont très exigeantes.
C'est pour ça que le profil du futur élève ingénieur qui doit choisir une école, ou bien c'est l'école qui doit le choisir, ça dépend. Bien sûr, ça demande, je dirais, des aptitudes, des compétences, mais surtout des bulletins, des notes qui soient au niveau pour qu'ils soient acceptés. Les compétences, les aptitudes et le travail fait par l'élève, que ce soit au cycle de terminale ou bien au cours de sa formation, sont déterminants pour le choix de l'école qu'il veut intégrer par la suite. On voudrait, dans ce dernier axe, parler bien sûr de ce profil, ou des différents profils qui sont demandés pour intégrer des écoles d'ingénieurs. En fait, j'ai juste une petite remarque. Alors, je pense qu'on a dû vous faire tout le speech de il faut être hyper sérieux, il faut bien travailler, il faut avoir de bonnes notes. Enfin, tout ça, je pense que vous le savez, vous n'avez pas besoin de nous pour venir repasser une couche. C'est clair que ça va demander de la prépa. Si vous décidez de faire une prépa, déjà, vous avez l'impression de trop travailler en terminale, vous avez l'impression d'être saturé, vous dites, si j'arrive en prépa, déjà là, je trouve que je travaille trop. En prépa, ça va être encore pire, ça va pas être possible. En fait, non, ça marche pas comme ça, parce que quand on se dit qu'on va passer 2 ans, on va sacrifier 2 ans de sa vie pour le reste, pour les 70 qui suivent ou plus, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Donc au final, il y a une espèce de motivation, c'est un peu comme un marathon. Quand on s'entraîne, on est moins performant. Le jour J, quand on sait qu'on a les 2 ans et qu'on doit y aller à fond, en général, il y a une puissance et une capacité de travail supplémentaire qui se crée. Donc je pense notamment aux jeunes filles, parce qu'en général, les garçons en général, ils ont la confiance. Ah, moi je suis hyper fort, ça va bien se passer. Les filles, beaucoup moins. Les filles, en général, non, c'est hyper dur, je vais pas y arriver. Et puis, un tel, il a de meilleures notes que moi, donc moi, je suis sûre, il sera hyper fort. Par contre, moi, je vais être dernière de la classe. Ouais, les filles, en général, elles ont tendance à toujours à dire ça. C'est un peu comme le parallèle de quand on sort d'examen et qu'il y a les filles et les garçons qui sortent. Alors, quand on demande à un garçon comment ça s'est passé, ouais, ça va. Quand on demande à une fille, ah non, c'est la catastrophe, je vais avoir 0, je te jure. Et ben la prépa, c'est un peu le même principe. La prépa, c'est un peu ça. La prépa, il n'y a que des mecs. D'ailleurs, pour les filles, voilà, juste une petite information, il n'y a que des mecs. Vous allez retrouver, vous avez 2 ou 3 filles. Bon, ça a des avantages, clairement, ça vous fait rire. Mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients, parce qu'au final, c'est quand même plus sympa quand il y a des filles avec vous. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a que des mecs? Parce que les filles, elles se disent, c'est trop dur pour moi, je ne vais pas y arriver, etc., etc. Mais par contre, celles qui y vont, celles qui se motivent et qui se disent bon, je vais y aller, ou bien qui se disent juste bon, je tente ma chance, ça marche, c'est bien, ça marche pas, bah, j'irai faire autre chose. Comme ça, c'est peut-être une façon moins stressante de le vivre. Quand elles y arrivent, en général, ça se passe bien. Et ça se passe même très bien. Donc pour celles qui hésitent, voilà, c'est juste une petite couche en plus de motivation. Et à mon avis, on perd pas grand-chose d'essayer. Voilà. Donc de la motivation, certainement du travail, de la rigueur, métier d'ingénieur. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter, Monsieur Morakchi. Je voudrais juste dire que la tendance que je vois souvent, c'est les études d'ingénieur sont les meilleures. Et sincèrement, c'est pas vrai. Okay. Je pense que il y a des. Je peux vous dire juste que c'est pas les gens qui font les meilleures études qui font les plus belles carrières. Ça, je peux vous le garantir. Okay, j'ai un peu d'avance sur beaucoup d'entre vous, parce que ça fait 20 ans que j'étais à votre place, un peu plus, 25 ans maintenant. Et qu'est-ce que je dis 20 ans 30 ans. Ça fait 30 ans que j'étais à votre place. Et je peux vous assurer que ce n'est pas les gens qui ont fait les meilleures études qui ont fait les meilleures carrières. Certains ont fait de très bonnes études, ont fait des carrières magnifiques. Donc les études, ça ouvre les portes. Et après, à toi de faire. Le profil, si on a une fibre artistique, il faut faire de l'art. Alors on va vous dire, c'est plus dur de trouver un travail. Oui, mais mieux vaut être très bon dans ce qu'on fait que très moyen dans ce qu'on n'aime pas faire. Donc mieux vaut être très bon dans ce qu'on fait, c'est en général ce qu'on a plus de facilité, ce qu'on aime le plus.
Et qu'est-ce qu'il faut pour être un ingénieur? Et je pense que c'est plus pour ça qu'il y a des... Ça demande plus d'aptitude en mathématiques et en physique. Il y a la technologie aussi. C'est plus ça, pour moi, un profil d'ingénieur, un potentiel d'ingénieur. Quelqu'un qui est plus littéraire a des carrières fantastiques devant lui. La clé, pour moi, c'est la communication. Les langues sont éléments de communication, mais la communication, c'est aussi bien plus. La communication, ça ne s'enseigne pas à l'école. La communication, on ne sait pas l'enseigner. La communication, c'est savoir écouter. Et écouter, il faut d'abord s'écouter soi pour écouter les autres. Et écouter quelqu'un, c'est ce qui permet d'ouvrir une porte. C'est ce qui permet d'échanger des idées. C'est ce qui permet de créer une équipe. Et ça, malheureusement, ça ne s'enseigne pas. Ça peut commencer à s'enseigner. J'espère qu'un jour, les cursus scolaires et des écoles le feront. Mais ça, c'est fondamental parce que c'est ça qui permet de faire des équipes. Et c'est en équipe qu'on réussit et c'est en individualité qu'on échoue. Donc, le plus important, c'est l'aptitude qu'on a à votre âge-là, si elle est plus artistique, si elle est plus littéraire, si elle est plus manuelle, si elle est plus mathématique et physique, orientez-vous à ce moment-là vers des études d'ingénieur. Parce que les études d'ingénieur, effectivement, nécessiteront plus de travail de réflexion, de logique de ce style-là. Ça ne veut pas dire qu'un artiste n'a pas de logique, hein. Ça, c'est pas vrai. Là, un artiste a une immense qualité, c'est qu'il fait un appel à son intuition. Et c'est ce qui fait que les femmes sont très performantes quand elles font des études d'ingénieur, parce qu'elles utilisent leur intuition. Donc, il n'y a pas de règle générale. Allez vers ce qui est facile pour vous. Vous aurez plus de chances d'être excellent dans ce que vous faites. On est dans un monde de compétition, malheureusement, de concurrence. Et donc, pensez, là où vous avez de la facilité, allez-y, parce qu'on va vous demander, et la vie va le demander, d'être très bon dans ce qu'on fait. Merci, monsieur Koulibachi. Je crois que le temps est arrivé maintenant pour vous, jeune public, à poser des questions pour les intervenants. Si vous avez des questions. Bonjour. Bonjour. En fait, c'est possible d'accéder aux IET de génie civil pour, en fait, par la suite, se pencher vers ce qui est l'architecture architecturale. Et je voulais savoir si c'est possible ici au Maroc de débuter avec tout ce qui est études d'ingénierie pour ensuite faire un transfert vers l'architecture. Ça, c'est en premier. Ensuite, je voudrais aussi savoir s'il y avait des formations, des filières en ingénierie dans lesquelles on pouvait, où il pouvait y avoir une touche artistique. Merci. Je ne sais pas si... Oui, M. Morakchi. Les meilleurs ingénieurs ont une touche artistique. Dans la conception, il y en a un que tout le monde connaît, c'est Steve Jobs, encore qu'il n'a pas fait des études d'ingénieur, mais tout ce qu'il a fait a été à base artistique. Ceci étant dit, l'idée n'est pas là. Ce que je t'ai entendu dire, moi j'aime l'art et le design. Et je veux faire de l'architecture et je veux faire une étude d'ingénieur. Moi je te dis, mais attends, entre un ingénieur et un architecte, c'est différent. Donc fais une école d'architecture à ce moment-là et va vers l'art et le design. Parce que là, tu gardes ton champ très élargi. D'abord, tu as toujours la possibilité, si tu aimes l'architecture, d'y rester, et si tu aimes moins, de faire de l'art et du design. Mais à ce moment-là, l'étude d'ingénieur, à quoi elle te sert? Parce que tu ne vas pas faire ingénieur, architecte, art et design. Tu risques juste de te perdre au passage. Des études d'ingénieur, c'est plus des études, les mathématiques, hein. C'est le théorème, etc., etc. Et donc je découle de ça, je trouve ça, etc. Par la suite, un architecte, c'est différent. Il y a un côté artistique, il y a un côté qu'on ne demande pas dans les études. Que quand on atteint un certain niveau, à ce moment-là, si on sait y mettre une touche artistique, waouh, ça fait exploser la chose. Mais ce n'est pas la porte d'entrée pour l'école. Juste pour répondre à ta question, à ma connaissance, au Maroc, il n'y a pas d'école qui délivre à la fois le titre d'ingénieur et d'architecte. Il y a une seule école en France, à ma connaissance, qui le fait à Strasbourg, je pense. C'est un bac plus 7. C'est-à-dire ils font déjà 5 ans pour le diplôme d'ingénieur, plus 2 ans pour le diplôme
d'architecte. C'est la seule école, à ma connaissance, qui fait oui, architecte et ingénieur. Non, non, non. D'ailleurs, même dans le statut des ingénieurs, on fait toujours des distinguos entre les ingénieurs et les architectes. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Les ingénieurs, c'est juste différent. Oui. C'est juste très différent. C'est différent. Ouais. Oui, c'est des études différentes. C'est des manières de réfléchir qui sont différentes. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Ouais. Malheureusement, on pense que l'ingénieur est plus... Mais c'est différent. Si vous aimez ça, allez vers ce que vous aimez. Voilà. Allô? Oui. Oui. En fait, pour les écoles du double cursus, il y en a aussi à Toulouse et à Lyon, pour le double cursus, et à Paris, je crois. Et pour ce qui est architecture, ingénieur, je sais que c'est différent, mais comme on dit, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et tout ce qui est chemin qui pourrait me mener vers l'architecture, ça me serait très important. Pour ce qui est, je sais qu'il y a l'ENA au Maroc et tout, mais c'est vraiment strict, puisque en France, je n'ai le droit qu'à 2 écoles d'architecture, et ici, il n'y en a qu'une seule. Il y en a 2 en fait, mais le seuil est tout. Du coup, tout ce qui pourrait m'aider à enfin réaliser ce qui est ma vocation de devenir architecte, ben, je trouve que ça pourrait m'aider si c'était un chemin. Oui. Merci. Ouais. D'autres questions? Oui. Destinée à Madame Melika. Je suis vraiment intéressée par l'ingénierie et la technique, mais j'imagine que ce sont des milieux assez masculins. Est-ce que ça ne cause pas des problèmes pour une femme qui a d'autres responsabilités dans sa vie personnelle? Merci. Alors, j'aimerais bien être sûre de comprendre ce qui te gêne exactement. Alors, effectivement, dans la plupart des métiers à responsabilité, donc l'ingénierie, ça en fait partie, tu vas avoir en majorité des hommes. Donc, dans quelles difficultés est-ce que tu penses trouver et qu'est-ce qui, à ton avis, qui sera gênant? Je crois que les ingénieurs se déplacent trop, alors ils ne vivent pas dans une stabilité sociale. Est-ce que c'est vrai ou quoi? Alors, ça dépend de ce que tu fais. Effectivement, il y a des gens qui se déplacent. Donc, je t'ai donné l'exemple des gens qui vont aller travailler au Nigeria. Mais évidemment, tu n'es pas obligé de faire ça. Évidemment, si tu as envie d'avoir un travail qui te permette d'avoir un bon équilibre, parce que visiblement, tu as aussi envie que ta vie perso ait toute sa place, et c'est tout à fait légitime, tu as beaucoup d'entreprises dont les missions, parmi les missions de l'entreprise, tu vois, dans toutes les boîtes, il y a des valeurs qui sont censées être véhiculées par le management, et parmi ces valeurs-là, c'est de faire en sorte que les femmes puissent donc avoir des horaires décents, donc pas de réunions par exemple après 18h, parce qu'en général les réunions ça dure 3-4 heures, parce que les gens ils aiment bien s'écouter parler, regarde, voilà, ça fait 1 heure que je parle, bon bref. Et donc voilà, ce genre de petites règles, donc évidemment il faut faire attention, parce que c'est pas vrai pour toutes les boîtes, mais quand tu seras en école, tu te renseigneras pour voir les endroits qui te correspondent. Tu demanderas à des gens qui travaillent là-bas comment ça se passe, quelle est la politique vis-à-vis des femmes. Est-ce que tomber enceinte, de venir et d'aller voir son management et de dire je suis enceinte, comment est-ce que c'est pris dans ce genre de boîte, ce genre de choses? Et tu verras que non. Et c'est pas plus le cas pour des ingénieurs que pour d'autres personnes qui ont fait d'autres études. C'est la vie en entreprise en général. Par rapport à des choses qui sont gérables, un peu plus loin et d'une autre façon. Une entreprise, elle est gérée par des hommes et des femmes, c'est-à-dire que la notion de communication et de considération de l'autre, elle est là. On travaille aujourd'hui dans des entreprises et on travaille avec des femmes qui sont dans ces situations-là. Je ne dis pas que ce souci n'existe pas, mais qui est largement gérable. Il est gérable sur le plan du choix du poste lui-même. Il est gérable sur le plan même légal, en termes de droits qu'on a pour se reposer, pour les congés maternité et tout ça. Dans l'entreprise, beaucoup de choses sont bien gérées. Et je pense que ça ne doit pas être un frein
pour que vous fassiez aujourd'hui le choix qui correspond à votre ambition. Moi, je me mets de l'autre côté. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, il n'y a aucune femme? C'est pas vrai. Il y en a même de plus en plus et dans des postes de responsabilité. Après, tout est dans la gestion et l'adaptation à cette responsabilité qui passe forcément par la communication, la négociation avec son responsable, avec le chef d'entreprise, etc. Donc faisons bien la distinction entre ces contraintes-là qu'il ne faut pas mettre aujourd'hui et qui vous empêcheraient de faire vos choix que vous aimez vraiment faire. M. Mourakchi, est-ce que ces obstacles, ces freins, c'est eux qui expliquent le fait qu'il y a juste 30% de l'effectif des ingénieurs sont des femmes? Je pense que presque. Je pense qu'il y a certainement des femmes qui se limitent. J'ai entendu elle a dit quelque chose de manque d'assurance parce que tu es une femme et chez toi peut-être d'une ambition. Personnellement, je peux vous dire une chose, j'ai horreur des règles, des généralités. Les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça. Et ah bon, qui c'est qui a dit ça? Ça, c'est des idées reçues. C'est ce qui ferme, alors que dans la vie, il faut ouvrir. Par contre, je vais en faire une généralité qui passe de ce que j'ai vécu moi. C'est qu'au Maroc, les femmes sont hyper compétentes. Et croyez-moi, quand je pensais, je me dis, oh là là, j'aurais dû appeler quelqu'un venir à ma place. C'était une femme de l'école Mohammedia d'ingénieurs qui est extrêmement compétente, qui est ingénieure. Et c'est une femme. Et elle a une carrière, je crois qu'elle a 3 enfants, 3 filles, et elle sait gérer ça. Il ne faut pas se bloquer, il ne faut pas se fermer. Il y a toujours des moyens de s'adapter. Et j'en connais une et j'en connais bien d'autres. Les femmes sont compétentes. On a cette chance au Maroc de leur donner beaucoup de liberté. Il faudrait leur en donner encore beaucoup plus, parce que c'est elles qui élèvent les enfants. Donc on ne va pas parler rien que de ça. Mais c'est juste, elles sont compétentes. Et ce n'est pas parce qu'on est une femme, sauf si on se bloque la tête. Si on se bloque la tête, je suis une femme, donc je dois faire ça, comme il a dit, il ne faut pas se bloquer la tête maintenant. Vous avez toute la vie qui va vous trouver des blocages, et toute votre histoire, c'est contourner ces blocages. On est une femme, en général, elles sont très compétentes, et je souhaite qu'il y en ait que de plus en plus, parce que c'est d'elles dont on a besoin pour le développement, de tout le monde. Merci. Oui, allez-y. Je suis intéressé par l'ingénierie info. Je me demandais si, je ne vais pas faire des prépas, je me demandais si je passais par les IUT ou je prenais un DUG à partir d'une université, si on avait les mêmes opportunités ou les mêmes chances d'intégrer les meilleures écoles en France que ceux qui passent par les prépas. Merci. Je ne sais pas qui peut répondre pour la... Oui, M. Kabavi. C'est parce qu'il a prononcé un mot-clé qui est le DUT que je prends la parole. Aujourd'hui, il est les conseillers d'orientation l'expliqueront mieux que moi. On peut accéder au métier d'ingénieur dans le sens formation-école en prenant le chemin des IUT BTS. Et je me suis amusé à trouver des statistiques hier. Et globalement, il y a les écoles réservent un pourcentage dans la troisième. Jusqu'à 25%, je pense. Voilà, ça tourne entre 25 et 30, tout dépend de la filière et de la spécialité. Mais sachez que c'est une voie possible. Elle est possible, si vous vous sentez mieux passer par ce circuit-là, faites-le. Si vous sentez mieux dans le circuit DUT intégrer une école que dans le circuit classe prépa, où j'ai un point d'interrogation sur la notion de concours et tout ça, faites ce chemin-là. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Les passerelles, elles sont possibles. Renseignez-vous auprès des centres de documentation spécialisés. Mais sachez que dans les écoles, en France en tout cas que je connais un peu mieux, il y a un pourcentage réservé aux gens qui viennent des IUT pour compléter leur cursus d'ingénieur dans les écoles. Oui, M. Manard. Le système il est calqué sur le système français. Je pense que les mêmes possibilités existent. Mais si c'est pour devenir ingénieur, il y a un risque. Une fois avec une phase intermédiaire entre la vie professionnelle, tu ne pourras plus revenir, tu n'auras plus l'esprit pour revenir faire l'étudiant. Il y a un grand risque. Il y a des gens qui n'arrivent pas. Je ne dis pas que tout le monde ne suit pas. Moi, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez faire ingénieur, faites le cursus normal, faites vos 3 ans. Faites-vous un objectif d'avoir diplôme d'ingénieur dans les 3 ans, vous l'aurez. C'est le plus important. Mais ne cassez pas le circuit. Sinon, vous prenez le risque de ne pas terminer. Vous allez goûter à l'argent, vous allez découvrir pas mal de choses dans la vie.
et vous allez vous noyer, vous allez diluer cette détermination à faire ingénieur par les choses que vous aurez anticipées bien avant. Mais je vais quand même le contredire avec tout le respect. Je crois que votre génération va être obligée de s'adapter à des changements. Ouais. Et que donc, si tu démarres par la suite, si tu as envie d'exceller, si tu as envie de progresser, eh bien, tu devras te forcer à faire des études d'ingénieur, même si tu as déjà le confort de la vie de travail. Je pense, c'est déjà vrai pour moi qui a 50 ans. C'est que moi, aujourd'hui, si je veux préparer mes 60 ans, et parce que c'est dur de le faire, il faut que je me mette au travail et réétudier et réapprendre. J'ai de la chance de ne peut-être pas passer par des cours du soir, mais je crois que toi et vous serez obligés de le faire. À mon avis, c'est un pari que je fais, je peux me tromper, mais je pense qu'il y a de tels changements dans le monde que apprendre, c'est quelque chose qui va être... Il va falloir s'habituer à le faire de manière régulière. Et je peux vous dire que la joie et le bonheur viennent d'apprendre, pas répéter les mêmes choses. Le système d'enseignement doit évoluer aussi. Les changements sont très, très importants et très... On arrive à s'adapter, on arrive à l'utiliser. Mais vous, votre génération, vous vivez dedans, vous êtes à l'intérieur. Et certainement, les métiers vont changer, les profils vont changer. Bien sûr, nous, on ne peut pas donner un prototype pour le profil d'ingénieur, ni pour le cursus de formation que vous devrez suivre. Mais on essaie de vous éclairer sur les aptitudes qu'il faut acquérir pour mieux réussir votre vie et votre projet professionnel. Oui, monsieur Madame. Une petite chose, puisqu'on veut rester positif, c'est le Marrakchi. Il y a des réalités et des vérités qui changent avec le temps. Jusqu'à maintenant, et encore moins, enfin disons, c'était plus avant, c'était qu'on parlait de diplôme d'ingénieur d'État, c'est-à-dire un diplôme reconnu par la fonction publique. Or, aujourd'hui, la fonction publique, c'est vraiment epsilonesque ce qu'elle recrute comme ingénieur au sein de l'administration. Ce n'est plus le grand recruteur. Le grand recruteur, c'est le privé. Et là, les barrières sont cassées. Le système est remis en cause. On ne cherche plus à avoir un diplôme reconnu par l'État. Il y a des ingénieurs qui, par simple attestation de réussite à l'école, qui ont réussi à se faire recruter dans des organismes honorables avec une bonne situation matérielle. Donc je pense que c'est la possibilité. Peut-être que le temps viendra et que la vérité d'aujourd'hui changera et que les gens auront la possibilité de soit faire des cours du soir ou même avoir d'autres possibilités de faire des formations par étapes. Par Internet, par exemple. Aujourd'hui, on apprend beaucoup de choses par Internet. Il y a des... Moi, j'apprends des choses aujourd'hui sur Internet. C'est la globalisation. C'est juste... Il y a des voitures... J'ai assisté à une conférence où quelqu'un avait fait une voiture encore plus puissante que la Lamborghini ou la Ferrari. C'est un marché très spécial. Et il a tout conçu sur Internet. C'est votre monde. Moi, j'y habite pas même dans mes rêves. Mais dans votre monde, ça va faire partie de vos obligations de continuer à apprendre. Et c'est pour ça que mon message premier, c'est votre choix aujourd'hui, à la fois n'est pas très important, et il est très important, ne faites pas d'erreurs, encore que c'est avec les échecs qu'on apprend, et pas avec les réussites. Donc faites un premier choix en fonction de vos aptitudes les plus simples, et de toutes les manières, vous aurez des choix à faire toute votre vie sur vos formations, qui est partie pour être continue. Je crois qu'on va... S'il y a d'autres questions, oui, Hamza. Ce serait la dernière question. Ouais. Voilà, ça marche. Alors, je vous remercie tout d'abord pour votre présence parmi nous et pour toutes ces informations que vous avez partagées avec nous. Pendant vos présentations respectives, on a entendu dire que l'un de vous, surtout M. Marrakchi, est un lauréat de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Alors, nous sommes dans des journées dont le thème principal est la globalisation. Nous sommes dans une période de crise dont vous avez parlé. On sait que la France perd un peu de son attractivité par rapport aux étudiants.
On sait aussi que maintenant le profil le plus attractif pour les entreprises, et surtout pour les entrepreneurs, c'est de faire des formations bilatérales ou multilatérales, c'est-à-dire commencer sa formation par exemple par des écoles prépa, intégrer une grande école, et pourquoi pas faire après des stages en France, en Chine, aller en Asie, peut-être revenir à son pays d'origine. J'aimerais avoir votre avis sur ces formations-là, ce qu'elles peuvent nous ajouter, ce qu'on risque de perdre, et surtout votre avis face au manque d'attractivité actuellement français. Merci beaucoup. Oui, monsieur Bonnard. Je pense que la possibilité existe à travers nos écoles. Il y a des partenariats qui se développent avec divers pays, pas spécialement la France. La France, je crois que savoir qu'il est au-delà du 30e dans le classement des meilleurs enseignements dans le monde. Alors qu'elle est 34e. Ce n'est pas le meilleur système. Mais je crois qu'il y a des partenaires qui se développent. Maintenant, même on parle d'universités européennes qui viennent ou canadiennes qui viennent s'installer au Maroc. Donc, et avec même le même diplôme qui est délivré dans le pays d'origine. Donc les possibilités, elles existent. Merci. Si vous avez un dernier mot... Je crois qu'il y a beaucoup... Les écoles... Moi, j'ai vu des gens très performants sortir des écoles marocaines. C'est vrai, c'est un avantage d'aller à l'étranger. Pas parce qu'à l'étranger, on va vous enseigner mieux qu'au Maroc. Moi, c'est pas ce que je crois. Moi, ça a été un avantage pour moi parce que je me suis adapté à un autre système. Parce qu'on ne réfléchissait pas dans ce système comme dans le système français ou marocain. Et donc s'adapter, c'est ce que la vie me demande. En ce sens, c'est un plus. Je ne sais pas si dans le recrutement, aujourd'hui, le recrutement partout dans le monde, il demande d'abord un grand nom, un nom qui claque, comme elle dit. C'est ça la première facilité. Mais bon, la vie ne s'arrête pas au recrutement, au premier recrutement. Monsieur Kababi, oui. Moi, je voudrais surligner une chose. Pensez aussi, quel que soit le circuit que vous prendrez, quel que soit le chemin, quelle que soit la formation, à la contribution qu'on peut apporter à notre pays qui connaît une phase de croissance et de développement économique et qui a besoin aussi à ce que, quel que soit le chemin qu'on puisse faire, qu'on puisse aussi venir et contribuer à cette dynamique économique à un moment où un pays comme le Maroc en a besoin. Quelle que soit la formation, quel que soit le diplôme, quelle que soit l'école, le circuit, le pays où on va, ayez en tête aussi cette contribution au développement d'un pays qui nous a donné quand même beaucoup. Oui, monsieur Bonnard. Depuis tout à l'heure, je voulais le dire, bon, mon collègue il a insisté sur ça. Faites d'abord ce que vous aimez. Très important. Parce que c'est là que vous allez exceller. Ce qu'on vous donne dans une formation d'ingénieur comme dans d'autres formations, c'est juste pour perfectionner la chose dans n'importe quel domaine technique, mais c'est parce que vous l'aimez. Mais en réalité, un diplôme d'ingénieur, c'est d'abord une formation sanctionnée par un diplôme. Mais aussi cette formation, c'est pour former un état d'esprit. On part de zéro. Et comme ça a été dit, c'est dans les échecs que l'on se retrouve. Donc un ingénieur, la préoccupation que vous avez, c'est sûr, vous avez peur pour votre avenir, pour votre carrière. Comme vos parents ont peur, comme nous avons peur pour la carrière de nos enfants, l'avenir de nos enfants. Mais le plus important, c'est de former des hommes avec un grand H, madame. Donc c'est pour former des hommes qui soient capables de se prendre en charge. En partie, c'est ça l'ingénieur, innovateur d'abord, et de s'adapter aux circonstances dans lesquelles il se retrouve. Il doit se reprendre, même les moments et surtout les moments les plus difficiles, et d'avoir cette capacité de se surpasser et de se refaire, de se repositionner, de se refaire une place. Et c'est ça le plus important. Ne pensez pas uniquement argent. Pensez d'abord vos propres convictions. C'est les véritables convictions personnelles. Ça paraît très utopique, philosophique ce que je vous dis. Ce que je crains, c'est quand vous allez réaliser ça, ça sera trop tard. Mais pensez d'abord à vos propres convictions, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez être, et allez-y, et vous allez le perfectionner, ingénieur ou pas, c'est le plus important. Merci beaucoup pour merci beaucoup pour tout l'éclairage que vous avez apporté, bien sûr, à ces jeunes publics. Bien sûr, le travail et l'information sont, comme on l'a dit au début, sont des éléments essentiels pour la réussite. Ils constituent des conditions
nécessaires, mais ils ne sont pas suffisantes. Vous voyez bien qu'il faut s'adapter à votre environnement, il faut s'adapter à votre environnement au niveau de la formation et également au niveau de votre métier. On vous remercie pour votre présence et on vous remercie également, chers intervenants. Merci beaucoup.